السلام عليكم الزول الفلاوين. الحمد لله راكم كاع بخير. جيسبر بلي عيطتوا مليح ونتمنوا بلي هذا العام يكون عام شباب ونتوحدوا كجزائريين كمسلمين، وعلى بالنا بلي مشاكل راهم كبار والازمات راهم فاني كبار. Et on espère que cette année qui s'ouvre sera une année de paix, de sérénité, de fraternité retrouvée et de solution aux nombreux problèmes que notre pays connaît. Alors, vous savez que depuis à peu près 8 mois, il y a une crise sévère entre Paris et Alger suite à la décision du président français Emmanuel Macron de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. C'était le 30 juillet 2024. Suite à cela, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris. Donc, depuis le mois d'août 2024, l'Algérie n'a plus d'ambassadeur. Les 5 millions d'Algériens n'ont plus d'ambassadeur pour les défendre sur les plateaux de télé, sur le plan juridique, sur le plan intellectuel et sur le plan politique. Nous avons donc 5 millions d'Algériens qui sont orphelins de toute représentation diplomatique officielle. Certes, nous avons des députés, mais vous avez vu par vous-même, ils sont très très discrets, ils ne maîtrisent pas forcément tous les éléments de langage de la société française, de la vie politique française. Alors, en introduction de cette vidéo, je voulais vous présenter 3 ouvrages pour vous expliquer que la France, c'est un des 5 grands de ce monde. C'est un pays qui possède le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas n'importe qui, la France. C'est une puissance nucléaire qui contrôlait près de la moitié du continent africain. C'est un pays qui nous a colonisés pendant 132 années. Donc il ne faut pas sous-estimer la France, il faut la connaître, il faut l'étudier, il faut l'analyser, il faut connaître les acteurs, à la fois les acteurs politiques, médiatiques, intellectuels, diplomatiques, judiciaires, car on ne peut pas survoler un pays comme la France, d'ailleurs c'est la même chose pour les États-Unis, de façon superficielle, sinon ce serait méconnaître les subtilités de ce pays, de ses habitudes, de ses traditions, de son état d'esprit, car la France est un état d'esprit très particulier. Il y a encore un fond colonial extrêmement important. Et la vie politique française, c'est pas la même chose que la vie politique en Algérie. Alors, 3 petits ouvrages. Le premier, c'est celui de Jean Charlot. C'est un grand professeur de sciences politiques qui s'appelle « La politique en France ». Et il explique un peu le fonctionnement de la Ve République, ses institutions, ses hommes, les partis politiques, le poids de l'opinion. L'opinion est très très importante, que ce soit en France ou dans les démocraties occidentales comme les États-Unis. Sous-estimer le poids de l'opinion, c'est sous-estimer ou se tromper d'analyse politique lorsqu'on vit une crise comme celle qui perdure depuis le 30 juillet 2024 entre Paris et Alger. Le deuxième ouvrage, c'est celui de Laurent Cohen-Tanuji, c'est la métamorphose de la démocratie française. Il parle depuis l'État jacobin, c'est-à-dire l'État centralisé, jusqu'à l'État de droit. Il faut savoir qu'après la Révolution française de 1789, la France avait hérité du système monarchique qui avait existé pendant 1000 ans, c'est-à-dire toutes les décisions partaient d'en haut. Et la mise en place de l'état de droit a mis du temps. Ça a été une très longue évolution qui a duré 2 siècles. Et cette longue évolution, certes, elle laisse transparaître des habitudes monarchiques, c'est-à-dire tout vient d'en haut pour des décisions qui concernent à la fois le domaine militaire ou les affaires étrangères, c'est toujours le président qui décide, mais pour le reste des secteurs d'activité, que ce soit le domaine culturel, le domaine économique, le domaine environnemental, il y a ce qu'on appelle des groupes de pression qui jouent un rôle très important. Donc l'état de droit a mis du temps avant de s'installer et vous voyez bien que cet état de droit a encore beaucoup de mal à résister aux assauts de l'arbitraire. On vient de voir avec la décision du tribunal de première instance à Paris au sujet
un problème de détournement de fonds publics du parti de Marine Le Pen, c'est-à-dire le Rassemblement national au niveau des instances européennes. On a bien vu qu'il y avait des hésitations sur comment gérer un dossier hautement politique, car Marine Le Pen a été frappée de 5 années d'inéligibilité en première instance, ce qui signifie, ou cela peut signifier, son absence au premier tour des élections présidentielles prévues pour avril 2027. Mais on a vu qu'avec la mobilisation médiatique et la mobilisation sur les réseaux sociaux, le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui même, il y a quelques heures, la justice française a fait marche arrière en disant que finalement le procès en appel de Marine Le Pen n'aurait pas lieu dans 2 ou 3 ans, comme cela était prévu, mais avant les élections présidentielles de 2027, c'est-à-dire durant l'été 2026, en clair, dans à peine 16 mois. Alors, juste pour information, ce délai-là, j'en ai bénéficié à titre personnel, car j'ai été jugé en première instance lorsque j'avais été incarcéré à la prison de Fresnes en octobre 2023. J'ai été jugé donc le 21 décembre 2023. J'avais été libéré. Normalement, il devait me mettre le bracelet électronique. Finalement, le juge d'application des peines ne s'était pas présenté au rendez-vous qu'il m'avait fixé. Et donc, j'ai fait appel et le procès a eu lieu au mois de mars. Alors, j'en ai pas parlé. Pourquoi j'en ai pas parlé? Car je ne voulais pas interférer dans cette crise entre Paris et Alger pour ne pas profiter de ce climat délétère. J'ai préféré être discret, mais sachez qu'entre la décision en première instance, c'est-à-dire le 21 décembre 2023 et le 21 mars 2025, il y a eu à peine 16 mois. Donc comment un étranger qui s'appelle Rachid Nekaz a pu profiter ou bénéficier d'un procès en appel dans un délai aussi court, c'est-à-dire 16 mois, et comment une Française, en l'occurrence Marine Le Pen, qui est chef du premier parti de France, n'aurait-elle pas pu bénéficier aussi d'un procès en appel dans un délai raisonnable, c'est-à-dire autour de 16 mois. Donc, au lieu des 2 à 3 ans qui étaient prévus, au final, Marine Le Pen, citoyenne française, va bénéficier du même temps de séparation entre le procès en première instance et son procès en appel, c'est-à-dire autour de 16 mois. Alors, la question qui se pose, après cette digression, c'est au final, qui gouverne la France? Eh oui, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, d'aucuns se la posent au sujet de notre pays, on parle de clan, on parle de présidence, on parle de l'armée, on parle de services de sécurité. En France, c'est différent, c'est pas la même chose. L'armée ne joue aucun rôle dans le système institutionnel français, en dehors de protéger les frontières et d'anticiper les éventuelles attaques. Et on le voit bien avec cette crise larvée entre la Russie et la France, en particulier l'Europe en général, où là, l'armée va jouer un rôle sous, bien sûr, la houlette du président de la République française. Donc, en France, ce n'est pas le triptyque présidence, armée, service de sécurité. C'est plutôt le triptyque entre le président, les partis politiques et l'opinion publique qui est quelque part construite, qui est phagocytée par le pouvoir des médias et maintenant par le pouvoir des réseaux sociaux. Et c'est justement cette nuance ou cette différence entre le système politique algérien et le système politique français qui nous amène à nous interroger sur les véritables décideurs au sujet du système politique français. Donc, comme je viens de vous le dire, présidence, parti politique et opinion publique. Et nous en venons au sujet, c'est-à-dire la crise ou le dénouement de la crise entre Paris et Alger. Donc vous avez vu comme moi les informations, hier c'était le journal Al-Watan, la visite attendue du chef de la diplomatie française, donc Jean-Noël Barrot, à Alger, n'est pas exclue, c'est-à-dire elle sera programmée dans les prochains jours. On parle du 6, donc Jean-Noël Barrot, vous le connaissez, c'est le fils de l'ancien ministre et membre du Conseil constitutionnel français, M. Barrot, qui avait préfacé un ouvrage d'un ancien soldat de la guerre d'Algérie. Donc c'est lui, Jean-Noël Barrot. Vous voyez, donc on peut dire que Jean-Noël Barrot, qui avait quelques mois déjà considéré les accusations de l'Algérie, notamment
au sujet de la DGSE, c'est-à-dire les services secrets français, d'avoir l'intention de déstabiliser l'Algérie. Il avait dit à l'époque que ces accusations de l'Algérie étaient fantaisistes et infondées. Depuis, il a mis un peu d'eau dans son café, comme on pourrait dire chez nous. Donc, alors, qui gère en France la relation avec l'Algérie, s'interroge El Watan. Le porte-parole de la diplomatie française a clarifié ce point qui a suscité une polémique en raison de divergences qui ne cessent d'éclater au grand jour au sein du gouvernement français. Donc, c'est intéressant. D'habitude, les spécialistes ou les journalistes français se posent la question de savoir qui gouverne en Algérie. Et maintenant, on se pose la question qui gouverne en France. Et oui, les choses évoluent. Alors, vous savez qu'il y avait une lune de miel en 2022 entre le président français et le président algérien. À l'époque, tout allait bien. Pourquoi? Car le président français, M. Emmanuel Macron, avait dit qu'il n'allait pas interférer dans le dossier du Sahara occidental, qu'il n'allait pas user de son pouvoir au sein du Conseil de sécurité pour influer dans une direction ou dans une autre, en laissant l'Organisation des Nations Unies gérer ce problème-là depuis, je viens de vous le rappeler, c'est-à-dire depuis le 30 juillet 2024, le président français a changé d'avis. C'est son droit, mais quand il a pris l'engagement de ne pas changer d'avis, cela a été très très mal pris par Alger et cela est tout à fait compréhensible. Donc le 30 juillet 2024, Emmanuel Macron avait décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental en dehors de tout cadre onusien, c'est-à-dire en violation de la légalité internationale. C'est-à-dire la France, qui est garante de la légalité internationale, a décidé de la violer. Et pourtant, en 2003, vous vous en souvenez, la France avait usé de son droit de veto pour s'opposer à la guerre que voulait déclencher l'ancien président américain George Bush contre l'Irak. Et à cette époque-là, donc le président Jacques Chirac et son ministre des Affaires étrangères, M. Dominique de Villepin, avaient dit que dans la mesure où cette guerre en Irak n'avait pas été validée par une décision du Conseil de sécurité, elle était de fait illégitime. Et 21 ans plus tard, on voit bien que la France a tourné le dos à son respect presque biblique ou coranique de la légalité internationale en décidant de faire cavalier seul, ce qui était considéré par Alger comme un casus belli, c'est-à-dire un acte de guerre. Alors dans la foulée, vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Nous avons vu le président du Sénat, M. Gérard Larcher, qui s'est payé un fauteuil d'une valeur de 40 000 € au Sénat. Ça avait fait scandale dans la presse française. A décidé de faire une visite impromptue, provocatrice, je dirais même, au Sahara occidental pour finalement valider cette reconnaissance théorique du président français quant à la marocanité du Sahara occidental, ce qui avait évidemment suscité la colère de nos responsables politiques et la suspension par le président du Conseil de la Nation algérien, c'est-à-dire M. Salah Goudjil, de toute relation avec le Sénat français. Alors, la France, c'est très difficile de la comprendre, en tout cas de comprendre sa politique. Elle fait un mouvement de yo-yo. Un jour, elle respecte la légalité internationale en 2003, notamment par rapport à la guerre des États-Unis contre l'Irak, en invoquant le droit international, en invoquant l'idée que personne ne peut faire cavalier seul, et tout d'un coup, 22 ans après, elle fait exactement l'inverse. On a du mal à comprendre. D'autant plus qu'on a vu avec la crise suscitée par l'arrestation à l'aéroport d'Alger de l'auteur algéro-français, donc le 16 novembre 2024, on a vu que la France avait réclamé, exigé la libération de ce monsieur qui se trouve dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha d'Alger, alors qu'il est français depuis quelques mois à peine, en invoquant les droits de l'homme, en invoquant j'aimerais dire, le droit moral d'ingérence dans les affaires intérieures algériennes, en oubliant que la France avait fait juger, condamner, exécuter le 6 février 1945 un grand auteur français, en l'occurrence Georges Bazillac. Cette même France avait condamné
à mort ou à perpétuité des grands auteurs comme Charles Maurras, comme Céline, comme Lucien Rebatté, et j'en passe. Et oui, la France, c'est comme Janus un jour. Il y a le côté pile et le côté face, à la fois le pays de lumière et le pays des ténèbres. Donc la France réclame la libération de cet auteur algéro-français en mobilisant tous les médias, tous les hommes politiques, tous les intellectuels, tous les, disons, les groupes de pression. Mais dans le même temps, la France, en violation, là aussi, de l'accord d'extradition, de la convention d'extradition signée en 2019 par la France et l'Algérie, elle refuse d'extrader ce monsieur Abdeslam Bouchouareb, qui était à 2 reprises ministre de l'Industrie en Algérie entre 1996 et 1997. À cette époque-là, c'était le chef de l'auteur algéro-français que je viens de vous citer, qui était directeur de l'Industrie. Et donc la deuxième fois où il a été ministre de l'Industrie, c'est entre 2014 et 2017, au temps de feu Abdelaziz Bouteflika. Donc la France, c'est-à-dire le président de la République française en personne, refuse d'extrader son ami intime, M. Abdeslam Bouchouareb. Pourtant, Abdeslam Bouchouareb a été condamné à 5 reprises à 20 années de prison par un tribunal algérien pour des faits de corruption. Et vous savez qu'il est impliqué dans le scandale des Panama Papers. Il a ouvert des comptes où il a caché son argent, l'argent du peuple algérien, à la fois en Suisse, au Luxembourg et à Panama. Donc les faits et les preuves sont accablantes. Et pourtant, la France, représentée par M. Emmanuel Macron, a décidé de violer, de ne pas respecter cette convention d'extradition signée en 2019, donc entre l'Algérie et la France. Donc ce 2 poids 2 mesures, on a beaucoup de mal à l'accepter et à le comprendre. Mais oui, parce que l'amitié entre 2 hommes, car lorsque tous les 2 étaient ministres de l'Industrie et de l'Économie, donc chacun dans son pays, évidemment le ministre algérien de l'Industrie a fait beaucoup de cadeaux à son ami M. Emmanuel Macron, devenu entre-temps président de la République. Et ces cadeaux méritent bien un peu de protection, en violation des conventions d'extradition, en violation de la légalité internationale. Donc on a beaucoup de mal à comprendre la France. Donc la France qui ne respecte pas la légalité internationale au sujet de la question du Sahara occidental, la France qui ne respecte pas une convention d'extradition entre l'Algérie et la France, ça fait beaucoup quand même pour un pays qui prétend être le pays des droits de l'homme. Donc vous savez, dans toute la presse française, c'est écrit, là par exemple Le Monde, la France a refusé d'extrader ce monsieur. Oui. Un ancien ministre de l'Industrie demande à la France de refuser son extradition. Donc un corrompu demande à la France de ne pas extrader, et ça marche. Son ami, M. Emmanuel Macron, lui donne raison. Extraordinaire, On a l'impression que c'est Pharaon. Pharaon parle. Et Emmanuel Macron s'exécute. Et pourtant, l'Angleterre, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, l'Angleterre avait extradé en 2013 l'homme d'affaires Rafiq Khalifa, qui était avec moi 6 mois à la prison de Schleuf, brillant, et vraiment un homme de valeur sur le plan personnel, encore une fois. Donc l'Angleterre l'avait extradé sans problème. Et vous savez que l'Angleterre, c'est le pays de l'habeas corpus. C'est l'Angleterre qui a commencé à respecter les libertés individuelle. Oui, l'Angleterre avait extradé un homme d'affaires, mais la France, non. Non. La France, non, refuse. Non. On ne respecte pas la loi en France, plutôt quand ça les arrange. Alors, est-ce que ce mouvement de détente, en tout cas, qui semble se profiler, voilà, avec la visite prochaine du ministre des Affaires étrangères français, est-ce que cette visite, on parle aussi de la visite du ministre de la Justice, M. Darmanin, est-ce que ça va calmer les ardeurs de la classe politique française? Vous vous souvenez ce qu'avait dit l'ancien président français, M. François Hollande? Il avait dit, il avait demandé de la fermeté à l'égard de l'Algérie. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande qui parlait d'alacrité lorsqu'il avait rendu visite à l'ancien président algérien, feu Abdelaziz Bouteflika. Oui, il mentait allègrement à l'ensemble de l'opinion publique, à la fois algérienne et française. Il savait très bien que le président algérien ne pouvait pas dire 2 mots. Et pourtant, il avait dit qu'il était impressionné par l'alacrité du président algérien.
Alors, donc là, je vous ai parlé de François Hollande. Et qu'en est-il de l'ultimatum de M. Bayrou, qui parle de 4 à 6 semaines pour que l'Algérie s'exécute et récupère ses OQTF? Bien sûr, il ne parle pas des 20 000 médecins algériens, non, qui assurent les services des urgences de tous les hôpitaux de France. Non, il veut dégrader l'image du citoyen algérien en parlant toujours des jeunes qui ont des difficultés, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de formation, mais il ne parle pas des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, des chercheurs, des entrepreneurs, des journalistes, des universitaires. Non, on n'en parle jamais. On ne parle que des OQTF, des personnes qui n'ont pas de papier, pas de formation et qui viennent, pour la majorité d'entre eux, d'endroits très reculés en Algérie ou de classes sociales très fragiles. Oui, parce que ça fait partie de la stratégie française de dénigrer, d'avilir l'image et de l'Algérie et du citoyen algérien. Vous savez que ce Premier ministre français, M. François Bayrou, qui est centriste, c'est-à-dire censé être équilibré, avait dit que la France faisait l'objet de submersion migratoire. En clair, il y avait trop de musulmans, trop d'Algériens, trop de Nord-Africains, trop d'Africains, tout court, en France. Et vous avez vu que je viens de faire une visite dans cette formidable et magnifique ville de Constantine, anciennement Cirta, qui était la capitale du royaume numide au temps de Massinissa il y a 2200 ans, quand la France était dans la barbarie la plus totale. L'Algérie était la reine de la civilisation. On concurrençait même Rome. Il y avait Rome, Cirta et Carthage. Eh oui, il y a 2200 ans, pendant que les Français se tuaient entre eux comme des barbares, comme des sauvages. Et M. Bayrou donc disait que la France faisait l'objet de submersion migratoire, alors que pendant la colonisation française de l'Algérie à Constantine, il y avait 40% de Juifs dans la ville de Constantine. Oui, les Algériens n'ont jamais parlé de submersion migratoire, M. Bayrou. 40%. Est-ce que vous croyez que la France accepterait qu'à Paris, il y ait 40% de Maghrébins, ou à Lille, 40% de Maghrébins, ou à Strasbourg, 40% de Maghrébins? Et pourtant, l'Algérie, pendant 132 ans, n'a rien dit concernant les 40% de Juifs qui vivaient à Constantine. Alors notre ami ministre de l'Intérieur français, M. Bruno Retailleau, qui apparemment affectionne le langage guerrier en parlant de rapport de force avec l'Algérie. Oui, parce que ça, c'est ce qu'on appelle un reste de cette vision coloniale française. Et on ne discute pas avec l'Algérie. L'Algérie, il faut l'envahir, il faut la coloniser, il faut l'exterminer, il faut la violer, il faut brûler ses femmes, il faut brûler ses récoltes, brûler ces paysages magnifiques. Oui. Et c'est là encore, c'est présent dans la sémantique du ministre de l'Intérieur. Alors quand il parle de riposte graduée, vous vous rendez compte, riposte graduée? Pourquoi il ne parle pas comme ça, la Russie? Pourquoi il ne parle pas de riposte graduée contre Poutine? Oui, parce que la Russie, elle a la bombe nucléaire et l'Algérie n'a pas la bombe nucléaire. Donc on peut menacer l'Algérie sans craindre quoi que ce soit. Vous avez vu, quand on n'a pas l'arme nucléaire, on est méprisé par des ministres français qui n'oseraient pas dire un seul mot aussi menaçant à Poutine, à M. Poutine ou à M. Trump. Vous imaginez M. Retailleau parler comme ça au président des États-Unis d'Amérique? Vous avez vu ce qu'a fait le président des États-Unis d'Amérique? Quand il a vu juste un mot, en tout cas les services de douane, un mot de travers contre lui à l'aéroport, dans un aéroport américain, il expulse immédiatement les Français, les Allemands, n'importe qui. Un mot de travers. Vous vous en souvenez qu'on critiquait l'Algérie en disant « L'Algérie, c'est une dictature, l'Algérie ne respecte pas les libertés individuelles ». Mais dites la même chose aux États-Unis, il n'y a personne qui parle. Hein. Ben oui, quand on s'appelle Donald Trump et qu'on est président des États-Unis d'Amérique, ben, on met sa main dans sa bouche, n'est-ce pas? Mais pour l'Algérie, on parle d'humiliation. Regardez, rien ne donne à l'Algérie le droit d'offenser la France. On n'a pas entendu M. Retailleau dire la même chose à Netanyahou et à Israël, à Tel Aviv, lorsqu'ils ont offensé 2 gendarmes qui ont été devant les caméras de télévision
vraiment malmenée, arrêtée, méprisée. Non. Non, non, on ne dit rien à Tel Aviv. Non, uniquement l'Algérie. Eh oui, on n'a pas la bombe atomique, donc personne ne nous respecte. Alors je ne vous parle pas de le sieur Driancourt, 2 fois ambassadeur à Alger. Vous savez, chaque jour, c'est un venin qui sort de sa bouche. On se demande comment les services de renseignement algériens ont pu laisser ce monsieur être à 2 reprises ambassadeur en Algérie et sortir son venin. Vous savez, même son livre était dans les librairies à Alger. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous imaginez? Comment c'est possible, ça? Hein, il faut s'interroger quand même. Hein. J'espère que cette petite partie des services de renseignement algériens sera neutralisée bientôt, Inch'Allah, pour qu'elle fasse son vrai travail pour défendre l'Algérie et empêcher qu'un ministre corrompu, fils de Harki, soit ministre à 2 reprises en Algérie et empêcher que cet ambassadeur soit à 2 reprises ambassadeur à Alger et jeter son venin comme ça, en pleine figure. Alors ce monsieur, c'est le pompon, vous le savez, c'est monsieur Marc Trevidic, juge antiterroriste pendant 10 ans qui gérait le dossier des mois de Tibérine et qui, sans vergogne, avait dit que j'aimerais voir le régime algérien renversé. Vous imaginez? Ça va être dur la détente, hein? Ça va être dur la détente. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais la visite prochaine de M. Jean-Noël Barrot, ils vont s'arrêter de critiquer l'Algérie, ces gens-là? Ils vont arrêter de menacer l'Algérie, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont arrêter vraiment? Quand on voit des magazines comme Marianne qui disent « Le chantage algérien, ça suffit », vous croyez qu'ils vont s'arrêter? Ou le magazine Le Point qui parle des réseaux du régime algérien en traînant dans la boue l'image du président algérien, en mettant les images de TikTokers. Ah oui, ils n'ont pas mis les images de médecins, d'ingénieurs, d'informaticiens, d'universitaires. Non, non, non. Français n'aiment pas donner la bonne image. Par exemple, je ne sais pas, mais la présidente de l'Institut Pasteur, qui est algérienne, non, on ne met pas sa photo. Ou alors le président de l'Université Dauphine, qui est algérien aussi, non, on ne met pas sa photo. Non, non, on préfère mettre la photo de gens qui font peur, avec des lunettes, des casquettes. Vous croyez que ça va s'arrêter avec la visite de M. Barrot à Alger, de M. Darmanin à Alger? Vous croyez que ça va s'arrêter? Est-ce qu'ils vont se calmer? Est-ce que vous croyez qu'il y aura des retrouvailles entre Alger et Paris? Est-ce que vous croyez que M. Emmanuel Macron va revenir sur sa décision au sujet de la marocanité du Sahara occidental, qui est un sujet extrêmement important? Je ne sais pas. Et qu'en est-il de l'auteur algéro-français? Est-ce que M. Macron serait d'accord pour l'échanger contre son ami? Est-ce qu'il serait d'accord? Est-ce qu'il serait d'accord, M. Macron? Est-ce qu'on peut échanger l'ancien ministre de l'Industrie contre son ancien directeur de l'Industrie, qui est devenu entre-temps auteur? Bah oui, c'est plus facile de faire le job de normalisation avec l'étiquette d'écrivain plutôt qu'avec l'étiquette de directeur de l'Industrie. Bah oui, parce que ce monsieur-là, M. Bouchouareb, c'était le patron de ce monsieur au ministère de l'Industrie, avant qu'il ait sa casquette d'auteur en 1999, à l'arrivée du président feu Abdelaziz Bouteflika. Donc, est-ce que Emmanuel Macron va être d'accord pour échanger ces 2 personnes, comme les Russes et les Américains ont échangé leurs prisonniers en août 2024, 16 d'un côté, 8 de l'autre? Ce sont des pratiques qui se font. Moi, je pense qu'il faut insister sur ce point-là. Parce que si l'Algérie accorde une grâce à ce monsieur, mais on n'aura rien gagné, on aura tout perdu. On aura Bouchouareb protégé par Macron et ce monsieur qui rentrerait gentiment au bercail en France et il ferait une belle photo avec M. Retailleau et M. Retailleau dirait « Mais c'est moi qui ai fait libérer ce monsieur, c'est grâce au rapport de force, grâce à la riposte graduée ». Et dans ce cas-là, l'Algérie
serait vraiment humilié. Oui, vraiment. Donc j'invite les autorités algériennes à ne pas céder. Peut-être qu'ils peuvent envisager une grâce, mais en aucune manière il faut qu'ils quittent l'Algérie avant les élections présidentielles de 2027. Car sinon, c'est lui le prochain président de la République. Il en fera un coup médiatique et ce n'est pas 10 points qu'il va gagner dans les sondages, c'est 40 points qu'il va gagner. Et tout cela sur le dos de l'Algérie. Donc j'espère que l'Algérie ne fera pas un cadeau politique aussi énorme gratuitement. Sous pression de la France, on donne déjà gratuitement, avec le renouvellement, parce que certains n'ont pas compris quand j'ai parlé de gaz et de pétrole gratuit, c'est que Total a obtenu le renouvellement de 25 années de contrat. C'est-à-dire, oui, je maintiens pétrole et gaz gratuits, car les installations, elles existent. Pourquoi renouveler un contrat de gaz et de pétrole alors que les installations existent, alors que le gaz sort de ces gisements, alors que le pétrole sort de ces gisements? Donc oui, je maintiens, je persiste et je signe, c'est bien du pétrole et du gaz gratuit, sous la pression de Total, qui a convoqué l'arbitrage international. Et vous savez que 95% des arbitrages internationaux, l'Algérie les a perdus à cause de la médiocrité et de l'incompétence de nos juristes, de ceux qui écrivent les contrats de gaz et de pétrole avec les firmes internationales. Donc, ça suffit les cadeaux. Vous ne pensez pas? Ça suffit les cadeaux. On donne assez de cadeaux sous la pression de Total aux Français pour ne pas leur redonner un autre cadeau pour que ce monsieur devienne président. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, ou bien l'Algérie, avec les négociateurs algériens, j'espère qu'il y en a, alhamdoulilah, j'espère. On a bien eu des formidables négociateurs au moment de la libération des otages américains de l'ambassade américaine à Téhéran en 81. J'espère qu'on en a encore aujourd'hui, 44 ans après, pour négocier l'échange entre ces deux hommes. Et si on n'arrive pas à négocier l'échange entre ces deux hommes, au moins que ce monsieur-là reste en résidence surveillée jusqu'à la fin des élections présidentielles françaises qui auront lieu en mai 2027. Donc, la détente, on verra quelle forme elle va prendre entre le président algérien Si Abdelmajid Tebboune et le président français M. Emmanuel Macron. Mais dans tous les cas, cela ne doit pas se faire au détriment des intérêts de l'Algérie en tant qu'État, au détriment du peuple algérien en tant que peuple et au détriment de la diaspora algérienne en France. Et vous savez qu'elle est riche de 5 millions d'âmes. Et encore une fois, dans tous les cas de figure, il faut absolument qu'il y ait un nouvel ambassadeur algérien en France qui va s'atteler à 4 tâches. La mise en place d'un front médiatique, un front politique, un front intellectuel et un front diplomatique. C'est très important si nous ne voulons pas revivre ces 8 mois d'horreur où l'Algérie a pris les coups et en a donné très peu. Donc j'invite le président algérien à tirer les leçons de cette crise entre Paris et Alger pour se mettre au travail avec une nouvelle élite médiatique, intellectuelle, politique et diplomatique pour que l'Algérie retrouve cette belle flamme et cette belle image qui était la sienne depuis les années 60 jusqu'aux années 80 avant la terrible tragédie de la décennie noire. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, Eidkom Mubarak, ou Allah yarham shuhada, Inch'Allah.